Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance de l'Unipop dédiée à François Mauriac. Et j'accueille Philippe Baudor, donc, qui est un grand spécialiste de François Mauriac, qui est professeur des universités en littérature française du XXe siècle, qui fait partie du centre Mauriac de l'Université de Bordeaux, qui a été vice-président du centre Malagar, que vous connaissez, donc, qui est le centre dédié à François Mauriac, sa maison, qui a été restaurée. Nous aurons le plaisir d'accueillir ce soir Marie-Sylvie Bittaren, qui est avec nous, qui est la directrice de ce centre. Tout à l'heure, avec nous, il y avait Anne-Marie Cocula, que vous connaissez bien, qui est l'actuelle présidente du centre Malagar. Et donc, Philippe Baudor, vous avez publié plusieurs livres consacrés à François Mauriac. Alors, je prends mes lunettes, pardon, pour lire mes notes. Donc, François Mauriac, un écrivain journaliste, notamment. François Mauriac, lu par ses pairs. Et puis, le livre de raison, aux éditions Le Festin, où vous avez rassemblé des notes de François Mauriac, ces fameuses notes écrites entre 1936 et 1968. Alors, avant de vous passer la parole, un mot sur un changement de programme. Vous avez pu voir, pour certains d'entre vous, le film Thérèse Desqueyroux de Georges Franju, donc version du début des années 60, à 16h15. À 20h30, ce sera la version de Claude Miller qui sera projetée, et non pas la version de Georges Franju, comme ça avait été annoncé. Donc c'est important si jamais vous voulez voir Thérèse Desqueyroux tout à l'heure. Donc c'est la version récente de Claude Miller et non pas celle de Georges Franju. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, et à vous la parole. Merci beaucoup. Je vais garder ce micro, c'est bien? Parfait. Très bien, merci. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je suis très heureux de pouvoir participer à cette double projection et d'intervenir entre ces deux projections de ce que j'appelle, moi, Thérèse Desqueyroux. Moi, je prononce ainsi, mais bon, je suppose que je ne suis pas le seul dans la salle. Donc, merci donc à l'équipe de m'accueillir ici pour une conférence. Ça passe bien le son, là, je parle à bonne distance du micro, c'est parfait? Oui, bon. Pour une conférence dont on s'était mis d'accord pour qu'elle soit consacrée à l'itinéraire d'un enfant du siècle, et j'ai souhaité organiser cet itinéraire en 3 étapes, vous le verrez. Il y aura une première étape en 1906, une deuxième étape en 1927, une troisième étape en 1962, mais ces 3 étapes et cet itinéraire que je retracerai avec vous ce soir, il est entièrement orienté, je dirais, en fonction de Thérèse Desqueyroux, c'est-à-dire du film que vous avez peut-être vu cet après-midi ou que vous verrez ce soir, essentiellement de celui qui a été projeté cet après-midi, puisque c'est celui dont François Mauriac a été le contemporain. Et puis, lorsque j'arriverai au terme de cet itinéraire, je garderai un petit peu de temps pour évoquer les relations entre François Mauriac et le cinéma. Et je lirai peut-être, si j'ai encore quelques minutes, quelques extraits autour de ce thème-là. Alors, si vous le voulez bien, abordons la première étape. Nous sommes en mai 1906 et le jeune étudiant en lettres que vous voyez sur la droite, pensif avec son chapeau melon, vous l'avez deviné, c'est François Mauriac. Et le titre qui domine cette diapositive, vous devinez de quelle manière il va commencer à nous orienter vers Thérèse Desqueyroux. C'est le mystère des Chartrons, c'est l'affaire Cannabis, une affaire criminelle qui va profondément mobiliser la presse régionale et nationale en 1905 et 1906 pour le procès. Et la foule bordelaise se presse devant les grilles du palais de justice pour assister à ce procès, quel que soit le milieu. On est passionné par cette affaire et François Mauriac, jeune étudiant de 21 ans, se presse parmi la foule. Alors, qui est-il, ce jeune garçon de 21 ans? C'est un étudiant à la faculté des lettres, rue du Four du Bergier. Il est en licence, il fait une licence de lettres. Il a une enfance bordelaise marquée par une double ascendance. Vous le savez, je vais passer assez vite. Ce sont des éléments qui sont bien connus du côté de son père.
l'ascendance, je voyais que ça avait bougé, mais oui, du côté de son père, c'est une ascendance qui nous conduit vers l'entre-deux-mers. Ce sont les vignes, c'est la fabrique de bois Mérin, c'est la maison de Langon, c'est bien sûr la propriété de Malagar, entre Verdelais et Saint-Macaire. Mais un père qui l'a très peu connu, puisque son père est décédé alors qu'il avait lui-même moins de 2 ans. C'est donc surtout le côté maternel qui va peser sur son éducation, un côté maternel qui est marqué plutôt par le commerce, le négoce. La famille Coiffard, dont est issue sa maman, Claire, a monté juste derrière la grosse cloche. Quand vous regardez la grosse cloche, vous avez à droite un bâtiment fin 19e qui aujourd'hui abrite une association de réinsertion de toxicomanes. Et ce beau bâtiment, c'est un peu, je dirais, le bon marché bordelais de l'époque. Il s'appelle Omago. Et on est là vraiment dans le milieu du commerce bordelais. C'est là qu'il grandit, c'est là qu'il naît, rue du Pas-Saint-Georges, c'est là qu'il va vivre, puisque la famille va s'installer dans un grand immeuble rue du Four-du-Bergier, pas loin de la faculté des lettres, qu'il rejoindra quelques années plus tard, dans un immeuble appartenant à sa grand-mère Coiffard, puis rue Roland, où sa famille s'installera, sa sœur Germaine aussi, et où en 1902, il s'installe également. Donc en 1906, c'est là qu'il loge, alors qu'il continue à faire ses études à la faculté des lettres. Il est passionné de littérature, il rêve bien évidemment de poésie, il rêve de réussite, il rêve de Paris, il rêve de fuite. Ça viendra très vite. Alors, pourquoi ai-je choisi ce moment-là dans la vie de ce jeune garçon? Parce que cette affaire Cannabis, qui anime la société bordelaise et la presse de l'époque, elle va bien sûr avoir un impact fort sur son inspiration de romancier. Et vous voyez, vous devinez déjà ce que sera la deuxième étape, comment cette affaire va cheminer dans son imaginaire et dans sa production de romancier. Mais je dirais que cette affaire Cannabis, dont je dis un petit mot rapide, les commentateurs, les historiens locaux se sont beaucoup penchés sur cette affaire-là, une affaire d'empoisonnement. Henriette Cannabis est soupçonnée d'avoir empoisonné son époux, famille tout à fait honorable, famille des Chartrons, négociant en vin. Monsieur Cannabis souffre d'une maladie de cœur. Depuis quelque temps, il est de moins en moins bien. Les médecins ont du mal à diagnostiquer d'où vient son mal. Or, lorsqu'on l'isole dans une clinique loin de son domicile, curieusement, il va mieux. Donc, petit à petit, les soupçons se font de plus en plus forts, d'autant que Madame Henriette Cannabis a falsifié des ordonnances. Elle s'est procurée auprès des pharmaciens, de divers pharmaciens, de la liqueur de Foller. Vous l'avez peut-être vu dans le film de Franju cet après-midi. On la reverra, qui sera au cœur également de Thérèse Esqueyrou. Et puis, Madame Cannabis passe beaucoup de temps avec un ami d'enfance dont l'entourage dit qu'il a avec elle des relations coupables. Et bien, tout ça fait beaucoup. La justice s'intéresse à l'affaire et le procès s'ouvre en 1906. Madame Cannabis sera acquittée. Les experts resteront prudents. Malgré ce faisceau lourd de présomption, on ne pourra pas vraiment, et le tribunal n'ira pas jusqu'à prouver qu'elle a véritablement tenté d'empoisonner son époux, d'autant que, là encore, quelques jalons avec l'histoire de Thérèse Esqueyrou, son mari témoigne à décharge pour la disculper autant qu'il peut. Elle sera tout de même inculpée de faux et usage de faux, condamnée à 18 mois de prison, internée au fort du Ha et libérée assez rapidement. Elle finira ensuite ses jours à Cambes, dans une propriété où elle va se retirer. Mais première étape dans notre itinéraire me permet, au-delà, encore une fois, du jalon qu'il représente pour l'élaboration progressive du roman Thérèse Esqueyrou, me permet d'ouvrir une parenthèse, et ce sera probablement la seule ce soir, une parenthèse que je voudrais faire sur un thème, un sujet qui est au cœur de tout l'itinéraire de François Mauriac et qui touche tout particulièrement ce roman Thérèse Esqueyrou. Ce sont les rapports que François Mauriac entretiendra et commence à entretenir dès 1906
avec la justice. J'ai reproduit ici quelques lignes que vous pouvez probablement lire sur l'écran, car ça s'affiche en gros, du carnet de François Mauriac, carnet inédit, que les commentateurs ont souvent exploité. Ces quelques lignes nous disent beaucoup sur la façon dont il regarde le procès, l'institution judiciaire et la victime. Pauvre femme, que je vis hier au banc de la cour d'assises, droite et pâle devant les hommes qui vous jugeaient, n'avez-vous pas senti monter vers vous, si pitoyable, si vaincu, un peu de mon humaine pitié? Aussi coupable que vous dussiez l'être, de quel droit vos frères vous torturaient-ils? Écrit-il, ce jeune étudiant de 21 ans, de quel droit vos frères vous torturaient-ils, pour évoquer la condamnation de Madame Canabi. Et ça, c'est une question que je voudrais à peine prolongée à travers deux exemples complémentaires qu'on va prendre un petit peu plus tard dans la vie de François Mauriac. Cette réflexion sur l'humaine pitié qui va vers celle qui est jugée et dont finalement il fait presque une victime de l'institution. J'aurais pu prendre comme exemple probant, si vous voulez, dans les années 30, j'aurais pu prendre un bel article qu'il consacre à l'affaire Violette Nausière, cette parricide qui a défrayé aussi la chronique. Il faut le tenir un peu plus haut. Bel article de François Mauriac en 1934 dans l'Écho de Paris. Bel article surprenant également parce que autant on peut comprendre que les surréalistes défendent cette parricide dans laquelle ils voient la suprême révoltée, je dirais, contre tout un ordre dont elle essaie de se défaire. Autant on peut être surpris que François Mauriac, en 1934, dans un journal aussi conservateur que l'Écho de Paris, fasse un portrait troublant pour beaucoup de lecteurs de Violette Nausière. Entre le pire des criminels, écrit-il, et l'homme du commun, nous tous, il n'y a pas, écrit-il, un abîme, il y a simplement une distance. En d'autres termes, en tout criminel, il y a de l'humain, en tout humain, il y a du criminel. Et à la fin de cet article sur Violette Nausière, il évoque cette figure, il écrit cette carmélite, ce qui est assez audacieux quand même pour évoquer cette parricide, cette carmélite qui elle aussi a droit à l'hostie. C'est une autre affaire que je voudrais évoquer, là aussi largement commentée lorsqu'on évoque les rapports de François Mauriac et la justice, c'est l'affaire Fabre-Bulle. L'affaire Fabre-Bulle, c'est une affaire criminelle. Là encore, une jeune femme issue de milieux tout à fait convenables, accusée de l'assassinat, cette fois-ci non pas d'une tentative, mais de l'assassinat réel de son amant et de l'ancienne maîtresse de cet amant-là, avec laquelle l'amant en question l'a obligé à vivre, donc crime passionnel, si vous voulez, à l'époque, affaire retentissante également, qui s'inscrit dans une, comme vous le voyez ici, dans une série que les Nouvelles Littéraires proposent aux écrivains, 15 procès par 15 romanciers. Drieux-La Rochelle a fait le premier quelques semaines auparavant à propos de l'affaire Martano, la banquière, qui a aussi été une grande figure du cinéma. Et c'est François Mauriac qui se penche sur cette affaire Fabre-Bulle, qui assiste d'ailleurs, comme on le voit sur la photo des Nouvelles Littéraires, au procès. Alors, dans l'attaque de cette présentation, là encore, il décrit la justice, tous ces hommes puissants qui vont juger cette femme, qu'il décrit presque comme une victime au milieu de tous ces hommes qui la regardent et qui vont la juger. Il y a même cette petite phrase que je lis, « Hermione aimait Pyrrhus, Roxane aimait Bajazet, Phèdre aimait Hippolyte, Madame Fabre-Bulle aimait Léon Merle », comme si ça permettait de comprendre pourquoi elle l'avait assassiné, le pauvre Léon Merle en question. Mais ce que je voudrais retenir, c'est la fin de ce grand article de l'Écho de Paris, des Nouvelles Littéraires, pardon, ici, que vous retrouverez entre parenthèses, si cela vous intéresse, sur le site que nous avons mis en place à l'université il y a déjà quelques années, où nous avons reproduit, en donnant accès, libre accès en numérique à
tous les lecteurs la totalité des articles de François Mauriac jusqu'en 1945, donc il y a à peu près 1100 articles. Donc vous allez sur le moteur de recherche Mauriac en ligne sur humanum.org et vous trouverez, en tapant l'affaire Favre-Bulle, mais aussi Violette Nozière d'ailleurs, vous trouverez cet article-là, vous le verrez en entier, il est tout à fait passionnant. Il a d'ailleurs été repris ensuite dans quelques anthologies. Je voudrais simplement lire la fin de ce grand papier de Mauriac dans les Nouvelles littéraires. Non, ce n'est pas contre le châtiment que nous protestons, il était nécessaire, hélas. Mais quel que soit le crime d'une créature humaine, à ce degré de honte et d'abandon, elle mérite la pitié et même le respect, et même, un chrétien ose l'écrire, l'amour. Elle devrait nous être d'autant plus sacrée qu'elle fut pendant des années une femme sans reproche et que ses crimes ne lui ressemblent pas. Pendant 2 longs jours, selon les lois de cette jungle, un pauvre être atterré fut l'enjeu d'une partie d'ailleurs très belle où des hommes pleins de force ont montré leur génie. Et cette phrase qui sera souvent reproduite, ce qu'il y a de plus horrible au monde, c'est la justice séparée de la charité. Phrase qui va rester. On entend d'ailleurs dans cette phrase la façon dont Mauriac abordera aussi un autre type de jugement, bien sûr moins lourd que celui-ci, qui est la critique littéraire. À de nombreuses reprises, Mauriac s'insurgera contre des critiques extrêmement tatillons, extrêmement pointilleux, qui vont toujours essayer de trouver le point faible des écrivains dont il parle, notamment son ami Henri Guillemin. Et Mauriac a souvent cette formule, comprendre, c'est aimer. Pour lui, juger, c'est aussi comprendre et quelque part, c'est aussi aimer. Au cœur de sa conception de la justice, il y a cette nécessaire charité. Alors bien évidemment, nous sommes ici en 1930, on a déjà en tête ce que deviendront les grands débats auxquels Mauriac sera associé après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la libération et de l'épuration, les grandes polémiques avec Camus sur la justice, la mobilisation de Mauriac pour obtenir la grâce d'Henri Béraud. Elle sera obtenue. Pour tenter d'obtenir celle de Brasillac, elle ne le sera pas. Et dans ces polémiques, on opposera sûrement de manière un petit peu rapide et schématique, parce qu'il y a bien d'autres éléments qui entreront en compte pour Mauriac, notamment la situation politique, notamment la réconciliation nationale, bref, un certain nombre de données aussi, mais on opposera d'un côté Camus, la justice, Camus, son principal débatteur dans le combat, et lui, dans le Figaro, Mauriac, la charité. C'est un débat qu'on a souvent ramené à ceci, au point d'ailleurs que le Canard enchaîné, vous le savez, avait trouvé cette grande formule à propos de Mauriac, François Mauriac, le Saint François des Assises. Mais vous voyez sur cette page du Canard enchaîné du 18 janvier, si je dis bien non, du 10 janvier 1945, vous voyez le grand titre, François Mauriac, le Saint François des Assises, parce qu'on est charitable, la cour de justice est remplacée par une cour de charité. Vous voyez à quel point Mauriac occupe une place en 1945 dans le débat national et à quel point les prises de position de Mauriac, effectivement, font sens dans l'opinion publique à cette époque. Bref, je referme cette parenthèse justice ouverte avec l'affaire Favre-Bulle en 1906, mais je crois que pour aborder le roman de Thérèse Esqueirou et le film également que Franck Jus en a tiré, je crois qu'il est important de garder en mémoire tous ces éléments dont je n'ai donné que quelques-uns rapidement. C'est un sujet qui pourrait nous entraîner très très loin. Deuxième étape, si vous le voulez bien, dans ce parcours. Deuxième étape, 1927. 1927, c'est la publication chez Grasset du roman Thérèse Esqueirou. Roman qui va connaître un très très grand succès, un immense succès, succès public, succès critique, à part quelques critiques avec lesquelles Mauriac va d'ailleurs avoir, bon, je dirais, quelques passes d'armes assez tendues. Il n'est pas
ça ne lui déplaît pas d'avoir des passes d'armes tendues avec un certain nombre de ses contemporains, notamment Paul Soudet dans Le Temps, hein, qui s'interroge quand même sur comment un romancier chrétien comme lui, comment un catholique comme lui peut-il nous proposer un portrait aussi complaisant, je dirais, hein, d'une femme aussi criminelle. Hein. Mais à part ces rares interrogations très critiques, et Mauriac les vivra assez mal, la presse est enthousiaste, enthousiaste par rapport à l'écriture, bien sûr, très maîtrisée, l'évocation du contexte, du décor, du cadre, hein, ces landes girondines dans lesquelles Thérèse sera séquestrée une grande partie du roman, à l'égard également de l'écriture, du montage aussi, très, très dense, très serré, avec ces allers-retours permanents mais très, très maîtrisés, mais surtout très positifs et très marqués par le personnage, parce que ce qui fait la force du roman Thérèse Esquerou, c'est la force du personnage lui-même. Un personnage qui a cheminé longtemps dans l'imaginaire de Mauriac, puisque lui-même d'ailleurs fait ce lien que peu pouvaient faire à l'époque, que lui était seul capable de faire, mais que les historiens de la littérature ont très largement fait par la suite, sur les sources, et donc sur l'affaire Cannabis. Entre plusieurs sources de Thérèse d'Esquerou, il y a eu certainement la vision que j'eus à 18 ans d'une salle d'assises, d'une maigre empoisonneuse entre deux gendarmes. Je me suis souvenu des dépositions des témoins. J'ai utilisé une histoire de fausse ordonnance dont l'accusé s'était servi pour se procurer les poisons. Mais là s'arrête mon emprunt direct à la réalité. Avec ce que la réalité me fournit, je vais construire un personnage tout différent et plus compliqué. Les motifs de l'accusé avaient été en réalité de l'ordre le plus simple. Elle aimait un autre homme que son mari. Bon. Plus rien de commun avec ma Thérèse, dont le drame était de n'avoir pas su elle-même ce qui l'avait poussée à ce geste criminel. Hein, alors, pourquoi, hein, la question du pourquoi. Pourquoi as-tu fait cela? C'est une question pour ceux qui ont vu le film cet après-midi, ou qui ont lu le roman, qui l'ont en tête, qui revient, y compris à la fin, dans cette grande scène finale, rue de la Paix, hein, où Bernard interroge, mais pourquoi, hein, as-tu... Et bon, est-ce que Thérèse elle-même est en capacité de répondre? Qui peut répondre à cette question? Et finalement, est-ce que ce n'est pas la difficulté que nous pouvons avoir à répondre à cette question qui donne à ce personnage son mystère et sa profondeur? C'était un extrait du romancier et ses personnages, Conferencia, 20 août 1932. Conférence lue d'ailleurs, je l'ai ajouté, par Robert Valéry Rado, car à ce moment-là, Mauriac n'est pas en capacité de lire lui-même cette conférence devant l'Université des Annales. Alors pourquoi? Resituons toujours le contexte, remettons en place les éléments de cet itinéraire. Qui est-il en 1927? Vous le savez, ces années-là, ces années 20, ces années 30, ce sont les années de consécration, ce sont les années de succès. Et bien évidemment, la consécration, elle se matérialise de la façon la plus éclatante par son élection à l'Académie française en 1933, à un âge finalement très précoce. Hein. Il n'a au fond que 48 ans hein, quand il est élu à l'Académie française. Les romans se sont succédés, les succès se sont succédés. Thérèse Esquerou n'est que un des points, peut-être même pas le point culminant hein, de ces succès accumulés par le romancier qu'est Mauriac. Après quelques tentatives romanesques, après, je vous l'avais dit, ce départ à Paris en 1907, la guerre, et puis des débuts, mariage, des enfants, bref, une installation et des débuts littéraires assez discrets, il y a eu une succession de réussites. 1922, Le baiser aux lépreux, 1923, Génitrix, 1925, Le désert de l'amour, Grand prix du roman de l'Académie française, 1927, Thérèse Esquerou. Puis ensuite, 1931, Le nœud de vipère, 1932, Le mystère Frontenac.
et je laisse dans l'ombre tous les romans qui sont écrits entre-temps. Il en écrit quasiment pour Grasset un par an, hein, et qui ne seront pas passés comme ceux que je viens d'évoquer à la postérité. Donc c'est vraiment la reconnaissance du romancier qui par ailleurs se multiplie dans les revues, dans les journaux, qui écrit des essais. Bref, c'est la grande réussite littéraire de Mauriac. C'est aussi une période d'épreuves, hein, et d'abord d'épreuves physique, hein, d'épreuves dans sa chair. 1932, le cancer du larynx. Hein, c'est pour ça qu'il ne peut pas lire la conférence lue par Valérie Radeau, dont j'ai cité un petit extrait. Il s'amusera d'ailleurs à suggérer que s'il est aussi facilement élu à l'Académie française en 1933, c'est parce que ses confrères ont pensé qu'il n'occuperait pas très longtemps le fauteuil. Il l'occupera jusqu'en 1970, jusqu'à sa mort. Donc, des épreuves aussi, et puis surtout, les biographes l'ont très largement remarqué, mais Mauriac a été le premier à insister sur ce point, une période de crise profonde. Crise profonde qu'il faut rappeler, là encore, pour remettre en contexte Thérèse Esquerroux, qui est une crise religieuse, hein, non pas qu'il ait perdu la foi, hein, mais qu'il s'interroge, qu'il se demande s'il est en capacité d'assumer ce que cette foi exige, hein, notamment au niveau des sacrifices, en ce qui concerne les sacrifices, hein, qu'il faut faire pour être fidèle à cette foi, hein, car cette crise religieuse, c'est aussi une crise morale et c'est une crise affective et sentimentale, un grand drame affectif, je dirais, au cœur des années 20. Alors, bon, ce grand drame affectif, Mauriac ne s'y est jamais attardé, hein, il a surtout mis en valeur les souffrances du chrétien, la crise religieuse elle-même. Jean Lagouture, dans sa biographie, évoque ce qu'il appelle un orage affectif, hein, sans aller plus loin, hein, sans dissiper ce qui se cache derrière le gros nuage de l'orage affectif. Jean-Luc Barré ou d'autres biographes iront plus loin, hein, et suggéreront, hein, que cet orage affectif avait probablement le visage de Bernard Barbet, un jeune diplomate suisse, homme de lettres, qui fréquente beaucoup la famille Mauriac avec son épouse. Ils sont tous extrêmement liés. Mais c'est une suggestion qui aujourd'hui est de plus en plus présente dans les approches biographiques de Mauriac, mais qui reste encore une hypothèse et qui finalement n'est pas le point central. Le point central, c'est ce doute profond du chrétien Mauriac dans les années 20 concernant sa foi et cette capacité qu'il peut avoir à respecter ce que la religion continue à avoir à ses yeux de trop pesant, de trop exigeant, notamment sur le plan des exigences de ce qu'il appelle, lui, dans le langage de cette époque, de la chair. Et ça, c'est une souffrance qu'il exprime en 1929 dans un petit essai qui paraît à l'NRF, « Souffrance du chrétien ». Et je crois que ces souffrances du chrétien, il faut les mettre en parallèle avec le drame que vit Thérèse Esquerroux. Je crois qu'on a, et les biographes ont raison de le mettre en évidence, entre la souffrance de Thérèse, entre la volonté de s'émanciper de Thérèse, entre la relation très difficile qu'elle entretient avec son milieu, avec sa famille, avec ce qu'elle est au moment où elle le vit, et ce que vit Mauriac à ce moment-là, le désir probablement aussi de rompre, de se débarrasser, de se délivrer, de passer, d'aller au-delà d'exigences beaucoup trop fortes. Il y a probablement des liens extrêmement forts. Mais à peine a-t-il écrit « Souffrance du chrétien » que Mauriac va écrire « Bonheur du chrétien » dans la mesure où, entre-temps, par l'intermédiaire d'un ami très très proche, Charles Dubos, il va rencontrer l'abbé Alterman, qui va devenir son directeur de conscience et qui va l'aider à retrouver, je dirais, la sérénité du chrétien qu'il était avant la crise. C'est ainsi qu'il va petit à petit publier ce livre qui reprend les deux essais, Souffrance et bonheur du chrétien, livre dont il dira que c'est vraiment pour lui un livre de conversion, donc de sortie de crise. Alors, Mauriac a traversé une crise comme son personnage, son double, en quelque sorte romanesque. Par certains côtés, Thérèse a pu en traverser une aussi. Il en est sorti,
mais elle, où est-elle? C'est une question qui le préoccupe et qui va beaucoup le préoccuper dans la mesure où il va essayer, s'efforcer de donner à tous ces personnages qui cherchent le salut et qui sont ces personnages que la grâce n'a pas touchés et qui hantent ces romans, il va essayer de les amener sur le chemin de la grâce et du salut. Ce sera vraiment l'orientation qu'il voudra donner à partir de là à ces romans. Et pour ceux parmi vous qui avez lu Le Nœud de Vipère, vous voyez bien comment Louis, le personnage du Nœud de Vipère, petit à petit, vers la fin de sa vie, à l'approche de la mort, est prêt à rencontrer cette ouverture, ce salut, ce que Mauriac appelle tout simplement la grâce, sans véritablement arriver à la toucher. C'est une question qui va hanter Mauriac, ce qui fait que le personnage de Thérèse ne l'abandonne pas, continue à cheminer avec lui et lui continue à cheminer avec elle, amener Thérèse vers la lumière. C'est une question qui reste très très forte pour lui. C'est la raison pour laquelle il la réutilise, je veux dire, il la fait revenir, pour utiliser un terme qu'il aime bien utiliser, puisque simplement il l'emprunte aussi à Balzac. C'est le retour des personnages. Il fait revenir Thérèse dans 2 textes courts, 2 textes brefs, en 1933, Thérèse chez le docteur et Thérèse à l'hôtel, qu'il reprend ensuite en un volume qu'il intitule Plongée. Et puis dans un roman beaucoup plus développé, en 1935, La fin de la nuit, qui se passe 15 ans après Thérèse d'Escleyroux. La fille de Thérèse a grandi, Thérèse est toujours à Paris, mais Thérèse est toujours cette femme hantée par le mal, dans la mesure également culpabilisée, puisqu'elle a l'impression que sa seule vocation, sa vocation la plus profonde, quoi qu'elle le veuille, est toujours d'entraîner ceux qui l'entourent et ceux qu'elle aime vers le mal. 1935, et Mauriac s'est à plusieurs reprises exprimé sur ce chemin qu'il cherche avec Thérèse et pour Thérèse, et que finalement il ne parviendra pas à trouver. J'ai pris un petit extrait, puisqu'il s'en est expliqué dans de nombreux essais, de nombreux fragments ou de nombreux entretiens. J'ai pris ce petit extrait de la préface de 1935 de La fin de la nuit. Pourquoi interrompre cette histoire un peu avant que Thérèse soit pardonnée et qu'elle goûte la paix de Dieu? Au vrai, ces pages ont été écrites puis déchirées. C'est-à-dire ces pages du salut, ces pages où Thérèse allait enfin trouver la lumière. Il les a écrites puis déchirées, a-t-il dit. On ne les a jamais retrouvées. Et il donne cette explication. Je ne voyais pas le prêtre qui devait recevoir la confession de Thérèse. Donc le romancier se sentit incapable d'aboutir, comme à la fin du Nœud de Vipère, il ne parvient pas à aboutir à cette scène, cette révélation qui permettrait à son personnage de trouver le salut. Il n'y parvient pas non plus pour Thérèse. Malgré tout, Thérèse continuera à l'accompagner à plusieurs reprises. Il en parlera beaucoup, on lui en parlera beaucoup. Ça restera un personnage marquant, probablement. Le roman n'est peut-être pas le roman le plus marquant de sa production. D'autres, effectivement, sont très, très forts aussi. Mais le personnage de Thérèse d'Escleyroux est probablement celui qui aura acquis le maximum d'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle, on le verra, le cinéma s'y est aussi autant intéressé. J'ai simplement reproduit ici un petit extrait du grand discours qu'il prononce à Bordeaux en 1965, lorsque Jacques Chaban-Delmas et le préfet Gabriel Delaunay, pour le 80e anniversaire de Mauriac, organisent cette grande réception qui pourrait marquer la réconciliation de Bordeaux avec Mauriac, de Mauriac avec Bordeaux. Il dira de sa voix blessée, non, 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 Bordeaux, je ne t'ai jamais oublié, je ne t'ai jamais perdu, etc., etc. Et à l'occasion, et dans ce discours, j'ai pris ce petit passage où, même s'il reconnaît que ces personnages sont très marqués par un milieu, par une région, un ancrage, des racines locales extrêmement fortes. Il y en a un notamment parmi tous qui
a probablement accédé à une forme d'universalité. Thérèse d'Esquerro s'est reconnue à Stockholm. Il évoque à ce moment-là le prix Nobel qu'il a reçu à Stockholm en 1952. Elle est suédoise, elle est anglaise, elle est de tous les pays où il y a des femmes mal mariées et qui souffrent, écrit-il. Alors, cette Thérèse qui l'accompagne encore, vous le voyez, en 1965, il a l'occasion de la retrouver, et cette fois-ci de la retrouver incarnée, je dirais sortie de son univers romanesque, sortie de lui-même. En 1962, avec le film de Franju, donc Thérèse d'Esquerro. On n'a pas, à ma connaissance en tout cas, on n'a pas beaucoup d'informations, beaucoup d'éléments qui nous permettent de connaître les contacts, la manière dont ce film s'est préparé, s'est fait entre la production Franju et Mauriac. Donc peut-être qu'un jour on pourra retrouver un certain nombre d'éléments, je n'en sais rien. Ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'au mois de mars et avril 1962, le film se tourne ici, en région, dans les Landes girondines, Bazas, notamment pour la scène d'ouverture, et puis Uzès, un certain nombre de lieux. Mauriac, François, mais surtout Mauriac, Claude, ont collaboré au film, à l'écriture des dialogues, au découpage des scènes, à l'adaptation du roman. Il est frappant de constater à quel point le film est proche du roman. Des passages entiers de dialogue, des scènes sont directement... Le découpage et l'organisation, ce qui n'est pas le cas du film de Claude Miller, sont très très proches du roman lui-même. Mauriac se rend sur le tournage, va à Langon visionner les premiers rushs de ce tournage, reçoit, on terminera tout à l'heure par quelques images, l'équipe du tournage à Malagar. Le film est présenté d'abord en avant-première ici à Bordeaux au Femina. On a Malagar, dans les archives de Malagar, on a le carton d'invitation pour cette avant-première de Thérèse au Femina. Et puis le film est présenté ensuite à Venise, où Emmanuel Riva obtiendra le prix de la meilleure interprétation. Mauriac est invité d'ailleurs à Venise, puis bon, il écrit à son fils qu'il hésite, qu'il n'a pas envie d'y aller. Bref, il ne se rend pas sur le festival. Mais le film lui permet de renouer, je le disais, avec le personnage. Il a écrit de nombreux textes sur ce tournage et sur Emmanuel Riva, sur Franju. Et peut-être que tout à l'heure, en parlant de Mauriac et le cinéma, en terminant, on évoquera quelques-uns de ces textes. Il porte en tout cas sur la réalisation de Franju un regard très positif, même et sur Emmanuel Riva encore plus. Il est vraiment émerveillé par la manière dont elle incarne Thérèse, même s'il constate un certain nombre de... Et il trouve cela tout à fait normal. Le film est l'œuvre de Franju, dit-il. C'est pas mon œuvre. Mon œuvre, c'est le roman. Le film, c'est l'œuvre de Franju, même s'il constate un certain nombre d'écarts tout à fait naturels. Alors, qui est-il, puisque c'est la troisième étape de notre itinéraire, qui est-il, ce Mauriac de 1962, ce Mauriac de 77 ans. On est loin de Mauriac de 27 et de Thérèse d'Esquerro. Vous le savez, ce sont les grandes années politiques de Mauriac. 62, ce sont les accords d'Évian, mais Mauriac est, je dirais, au sommet peut-être de sa reconnaissance en tant que chroniqueur, journaliste politique. Dès la Libération, j'évoquais tout à l'heure les procès de l'épuration, vous savez à quel point il a occupé une place centrale dans le paysage journalistique et politique de la France d'alors. C'est par le blog-notes que, pour aller vite, pour aller à l'essentiel, c'est par le blog-notes que dans ces années, son journalisme politique, et pas que politique, son journalisme, je dirais, globalement s'impose, puisque avec le blog-notes, il invente, dans la tradition des grands chroniqueurs du XIXe siècle, bien évidemment, mais il invente une forme, il invente un regard, il invente une posture, il invente un format
hein, qu'il va d'abord tester à la table ronde, et puis ensuite qu'il va très rapidement, dès les premiers contacts qu'il prend avec Servan-Schreiber et François Giroud à la fin de 1953, qu'il va ensuite apporter à l'Express, hein, à partir d'avril 54 et ensuite jusqu'en avril 61. C'est un pari risqué, peut-être pas pour Françoise Giroud et Servan-Schreiber, qui ont une prise de guerre considérable dans le paysage, je dirais, médiatique et politique de l'époque. Hein. François Mauriac, l'académicien, le prix Nobel, bon, je dirais, le grand résistant, etc. Cette grande plume du Figaro, hein, qui vient les rejoindre dans ce jeune hebdomadaire, hein, sous format tabloïd, hein, qu'il crée à ce moment-là pour soutenir la carrière politique de Pierre Mendès France, donc qui est en plus fortement marqué à gauche, hein, dans ces années-là. Et Mauriac s'y engage pleinement, hein, et il trouve quelque part aussi, je dirais, une manière de rajeunir en quelque sorte sa propre image, parce que l'Express, c'est la jeunesse de l'époque, hein, et Mauriac est tout heureux, hein, de se rajeunir aussi à travers cette collaboration. Vous savez l'anecdote célèbre, hein, lorsqu'il sort des locaux de l'Express et que ceux du Figaro qu'il vient de quitter, alors, en partie, hein, puisqu'il continue à collaborer très étroitement au Figaro littéraire, ne sont pas très très loin, et qu'il dit à François Giroud à propos de la façon dont il a pu quitter son ancienne maison pour la nouvelle, l'adultère, hein, comme s'il y avait un frisson coupable, hein, qui se faisait sentir à ce moment-là. Alors, c'est une lune de miel, si je puis dire, hein, que les premières années de Mauriac et du bloc-notes de Mauriac. Vous le voyez ici, le bloc-notes, c'est la dernière page de l'Express. Et bien sûr, beaucoup de lecteurs qui avaient 20 ans ces années-là ont souvent dit qu'ils se précipitaient d'abord sur la dernière page de l'Express pour lire le bloc-notes de François Mauriac. Donc, c'est vraiment à chaque fois un événement très très important dans un contexte extrêmement compliqué. Hein, puisque c'est le début de la guerre d'Algérie. Mauriac est déjà marqué par tous ses engagements pour le Maroc, hein, à partir de fin 52 et surtout de 53. Donc il y a un engagement très très plein pour lui aux côtés de Servan-Schreiber, de François Giroud et de toute l'équipe, Pierre Viançon-Ponté et les autres, jusqu'au moment où, bien sûr, la lune de miel va connaître quelques difficultés, et notamment à partir de mai 58, puisque, effectivement, globalement, hein, la rédaction de l'Express sera anti-gaulliste, et que Mauriac, lui, hein, sera à ce moment-là tout à fait gaulliste. Il le sera de manière déterminée, de manière totale. Ce qui n'avait pas toujours été le cas dans les années précédentes, mais ça serait un autre chapitre qu'il faudrait ouvrir, ce qui explique que petit à petit, les désaccords, les dissensions, les contradictions fortes entre les éditoriaux de l'Express et le bloc-notes de Mauriac seront de plus en plus intenables. Hein, et en avril 61, il reviendra vers le Figaro et il publiera son bloc-notes dans le Figaro littéraire. Donc ce sont les grandes années du Mauriac politique, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est plus romancier. Il continue à publier Galigaï, Le Sagouin. Il publiera, avant de mourir, juste un an avant sa mort, Un adolescent d'autrefois, mais ce sont quand même ces grandes années qui vont dominer. Voilà ce que je voulais évoquer concernant ces trois étapes que je voulais vous proposer, hein, pour retracer cet itinéraire de François Mauriac autour de Thérèse Esquerroux, et nous dirigeant vers Thérèse Esquerroux pour marquer les grands moments de son parcours. Alors, pour terminer, je voudrais, dans les quelques minutes qui nous restent, prendre un petit peu de temps pour évoquer, si vous le voulez bien, et avant de lire quelques extraits, je voudrais évoquer une question qui a peut-être été moins abordée, moins connue, peut-être parce qu'il n'y a pas non plus autant d'éléments à apporter, quoique que sur d'autres sujets. Ce sont les relations entre François Mauriac et le cinéma. Alors, bien évidemment,
lorsque les commentateurs abordent cette question, ils commencent par remarquer que Mauriac n'est pas un grand cinéphile, n'est pas un grand amateur de cinéma, que Mauriac a surtout fréquenté les théâtres par sa formation, son éducation, par son engagement aussi dans les revues, puisqu'il a été chroniqueur dramatique pour un certain nombre de revues pendant de nombreuses années, la revue hebdomadaire, à la NRF, ce qui fait qu'il allait 2 à 3 fois par semaine au théâtre pour pouvoir rendre compte des spectacles de Paris, qu'il a beaucoup fréquenté les hommes de théâtre, metteurs en scène, auteurs, acteurs, très ami avec Édouard Bourdet, qui devient l'administrateur de la Comédie Française, avec des grands metteurs en scène, Copeau par exemple, ou d'autres. Et lui-même très attiré par le théâtre, puisque, vous le savez, il va s'y risquer avec succès, avec sa première pièce Asmodée en 1937, représentée à la Comédie Française, avec une très très belle distribution, avec moins de bonheur pour les pièces qui suivront, jusqu'au moment où effectivement il se détournera, où il se résignera, il se résoudra à abandonner tout espoir de devenir peut-être le grand auteur dramatique qu'il aurait rêvé d'être. Donc le théâtre, bien évidemment, domine, mais le cinéma compte tout de même dans sa vie, et c'est ce que je voudrais évoquer. Alors, bien évidemment, le cinéma s'est intéressé à Mauriac, comme le cinéma s'est intéressé aux romanciers, le cinéma à l'affût, je dirais, de sujets, d'histoires à raconter, s'est tourné vers Mauriac pour des adaptations, mais finalement très peu. La télévision le fera beaucoup plus. Il y aura de très très nombreuses dramatiques à la télévision qui nous présenteront, qui diffuseront auprès d'un grand public. Vous les avez probablement en tête, Génitrix, Le Sagouin, Le désert de l'amour, etc., etc. Le cinéma, beaucoup moins. Bien évidemment, il y a les 2 films projetés aujourd'hui, celui de Franju en 1962, celui de Claude Miller en 2012. Bon, pas sur la distribution, puisque vous aurez le plaisir de voir ce film tout à l'heure. Je voudrais signaler alors un film qui est pour moi, je l'avoue, mystère, dont je ne vous dirai pas grand-chose, parce que je n'ai pas eu la chance de le voir, mais à chaque fois que je suis amené à le signaler, je me dis que ça serait quand même une belle chose que d'essayer de trouver un jour ce film. Je ne sais pas sur quelle plateforme, ni à quel endroit je pourrais le trouver. C'est une adaptation d'un roman de Mauriac, Les Anges Noirs, qui est un roman de 1935, un assez beau roman, un noir roman, qui met en scène des personnages très noirs et très sombres aussi, avec un sombre crime au cœur du roman, qui a été adapté par Willy Rosier en 1937. C'est la seule chose que je peux vous en dire, et je ne suis pas riche d'informations complémentaires sur ce film, sauf que Mauriac lui-même en a très peu parlé, pour dire qu'il n'a quasiment pas été associé à l'adaptation de ce film, qui a très peu gardé, dans lequel on a, je crois qu'il y a Charpin qui joue, Pauline Carton dans ce film, mais bon, tout ce que je peux vous en dire. Ce que l'on sait, en tout cas, c'est que, par contre, au-delà des 2 adaptations de Franju et de Claude Miller, c'est que plusieurs autres cinéastes se sont intéressés à Thérèse Esquirou. J'allais dire au roman de Mauriac, mais non, ce serait mentir, puisque on ne trouve trace d'intérêt que pour Thérèse Esquirou. Et mais ce sont des bribes à chaque fois, ce sont des éléments très, très, très allusifs. On a notamment à Malagar, dans les archives du Centre François Mauriac de Malagar, on a une lettre qui doit dater des années 45-46, où Jean Delannoy émet le vœu, le projet de tourner une Thérèse Esquirou avec Michel Morgan. Donc, projet qui n'a pas abouti. Ça aurait été intéressant, plutôt qu'avant Emmanuel Riba, de voir Michel Morgan dans Thérèse Esquirou.
J'ai trouvé trace également d'un projet de Jacques Becker, et puis dans une lettre de François Mauriac à son fils Claude, qui est une carte postale d'ailleurs qui n'est pas datée, donc qui est assez mystérieuse. Mais François Mauriac dit à son fils Claude, j'ai été contacté par Julien Duvivier qui veut adapter Thérèse Esquerou. Mais il est actuellement en Italie, donc dès son retour d'Italie, essaie de prendre contact avec lui. Alors la carte n'est pas datée, donc je ne sais pas à quel moment c'est. Est-ce que c'est quand Julien Duvivier est en Italie pour tourner Don Camillo? On va dire entre Don Camillo et Thérèse Esquerou, il y a quand même, pour le coup, pour reprendre les mots de tout à l'heure, sinon une distance ou un abîme, en tout cas, c'est pas tout à fait la même chose. Mais voilà, en tout cas, ce qui prouve que c'est vraiment... personnage, Thérèse, qui attire les cinéastes, qui voient un grand rôle pour l'actrice qui pourrait l'incarner. J'ai simplement signalé également ici, il y en avait eu d'autres, il y avait eu une autre adaptation à la télévision de La fin de la nuit, donc cette fin de Thérèse Esquerou de 1935 que j'évoquais tout à l'heure, ce dernier roman qui clôt, si on peut dire, le cycle Thérèse. Il y avait eu une première adaptation à la télévision avec d'ailleurs Emmanuel Riva et Philippe Noiret dans les rôles principaux. Et là, vous avez peut-être vu en 2015 celle de Lucas Belvaux avec Nicole Garcia et Louise Bourgoin. Je signale également, et c'est malheureusement aussi, j'avoue mon ignorance sur ce plan-là, c'est un film que je n'ai pas pu voir. La Bibliothèque municipale de Bordeaux, il y a 4 ou 5 ans, avait en projet de projeter Le pain vivant. Et m'avait demandé d'en faire la présentation, et j'en étais très heureux parce que je m'étais dit, mais je vais enfin pouvoir le voir. Et puis, le projet n'a pas pu se réaliser, donc du coup, je n'ai pas fait la présentation et je n'ai pas vu Le pain vivant. Nous en connaissons simplement le scénario qui a été reproduit par les œuvres complètes de Mauriac dans la Pléiade. Donc à la suite des œuvres dramatiques, il y a ce scénario du pain vivant. C'est une commande qui avait été faite à Mauriac de tourner un film sur le mystère de la messe, le mystère de l'Eucharistie. Bon, et il s'est lancé dans ce projet-là. Il a écrit le scénario, il a participé d'ailleurs très activement au tournage. Il s'est déplacé pour présenter le film en province. On a des traces de tout cela. C'est un film qui a été réalisé par Jean Moussel en 1955. Finalement, par rapport à d'autres grands romanciers du XXe siècle, on peut penser à Giono par exemple, on pourrait penser à d'autres, les adaptations cinématographiques de romans de Mauriac sont assez rares et se limitent essentiellement à Thérèse Esquerou, à ce roman et à ce personnage. Mais Mauriac a néanmoins été un spectateur. Et un spectateur, finalement, quand on relit ses articles, beaucoup plus passionné et beaucoup plus concerné, je dirais, par le 7e art qu'on a pu le dire. Il est né avec le cinéma, il fait quand même partie de ceux de cette génération. Il est né en 85, qui vont effectivement assister à la naissance, puis à l'histoire du cinéma, au développement du cinéma. Il aura l'occasion de le dire d'ailleurs à plusieurs reprises, le passage du muet au parlant l'a gêné. Parce que tout d'un coup, le passage au parlant rapprochait l'intrigue, rapprochait des personnages, rapprochait cet univers quelque part assez lointain que le muet nous livrait. Le rapprocher, et ce rapprochement l'a beaucoup gêné, comme si on entrait dans une intimité, dans une familiarité, comme s'il y avait un peu de la magie qui se perdait. Et puis, assez rapidement, bien sûr, il s'y est fait et a beaucoup admiré un certain nombre de films, de cinéastes, d'acteurs et d'actrices. Alors, j'ai souhaité... je fais attention... Je réfléchis. Oui, on a c'est parfait, ça va. J'ai souhaité vous proposer un extrait un petit peu long, et puis j'en lirai d'autres passages, d'un article de l'Écho de Paris que j'aime beaucoup. C'est un article que François Mauriac consacre à Greta Garbo, qu'il intitule, d'ailleurs, je n'ai pas repris le titre ici, j'aurais pu « Un soir Greta Garbo ».
Nous sommes en décembre 1932 et Garbo est en Europe, à Londres d'abord, à Paris ensuite, pour faire la promotion du film qu'elle vient de tourner, Mata Hari. Et la presse, bien évidemment, pas seulement la presse spécialisée, mais la presse nationale, grand public, est pleine évidemment de cette présence de Greta Garbo, enfin cette présence, plutôt cette absence de Greta Garbo, parce que Greta Garbo se cache, Greta Garbo se dissimule. On dit qu'elle est à Paris, mais où est-elle? Que fait-elle? On la cherche partout. Et tous les journalistes parisiens sont sur la piste de Greta Garbo, au Figaro, à l'Écho de Paris. Et Mauriac, qui commence à ce moment-là sa collaboration à l'Écho de Paris, décide de prendre un biais pour évoquer cette présence-absence de Greta Garbo. Il imagine que finalement, lui seul saurait où est Greta Garbo, elle est chez lui. Et à partir de là, il va imaginer, d'une sorte d'entretien imaginaire. Ça se faisait beaucoup au début du siècle, les interviews imaginaires. Quand on ne se déplaçait pas pour interviewer vraiment les grandes célébrités, écrivains, artistes ou autres, on inventait à la fois les questions et les réponses. Bon. Puis ensuite, la presse, je disais, en devenant plus sérieuse ou plus professionnelle, on évite de plus en plus d'inventer ces entretiens. Mais Mauriac va se livrer à ce jeu. Et je lis avec vous le début de cet article de Mauriac, Un soir Greta Garbo. Greta Garbo, cette biche relancée à travers l'Europe par la meute des journalistes et qui brouille, j'écris qui grouille, excusez-moi, j'ai fait une faute de frappe, et qui brouille ses pistes, laisse des bagages dans un hôtel pour mettre les limiers en défaut et se tapit dans un gîte inconnu. J'ai rêvé qu'elle poussait la porte de mon cabinet, qu'elle s'asseyait en face de moi, qui ne la cherche pas. C'était l'heure d'un jour de novembre où les volets sont encore ouverts, mais la lampe déjà allumée. Sans discerner ses traits, je l'avais reconnue. Sans doute aurais-je dû me lever, accueillir avec honneur cette beauté fameuse. Non, je demeurais étendu et silencieux. Il m'aurait paru fou de tenter le moindre geste, comme si mes lèvres eussent poursuivi sur l'écran d'un cinéma ces mains de lumière. L'article sera long, et dans ce long article, ce long entretien imaginaire, Mauriac imagine donc la conversation qui va petit à petit se développer entre la star qui fuit le tout Paris et lui, le romancier. Il est question dans ce long entretien, j'en dirai la fin pour que vous puissiez mieux le mesurer, il y est question du visage de Garbo, plutôt de sa figure, c'est-à-dire qu'il est confronté non pas à l'image, celle-ci, enfin non, voilà, plutôt celle-ci, plutôt celle des magazines, cette image travaillée, cette image artificielle, cette image extrêmement sophistiquée, qui est celle des revues, des magazines ou de l'écran de cinéma, mais il est confronté à la véritable figure de la femme. Et cette femme va lui livrer aussi ses tourments, ses souffrances, sa culpabilité de susciter tant de passion, tant d'amour, une passion un petit peu folle, mais à partir d'une image qui n'est pas la sienne. Et elle va lui confier l'écart qu'elle sent entre cette icône qu'on admire, qu'on adore, dans une sorte de culte païen rendu par toutes ces foules, et elle. Et à partir de là, Mauriac développe toute une réflexion sur le culte de l'image, sur cette fascination pour cette image artificielle de Greta Garbo. Et puis, petit à petit, il va beaucoup plus loin. Parce que ce qu'il va remonter à travers cet article, et que nous allons retrouver tout au long de la production journalistique de Mauriac, du Mauriac homme, je dirais, confronté à ses contemporains, mais surtout au Mauriac spectateur de cinéma et de télévision, c'est la réflexion sur les visages. C'est la confrontation avec le visage de l'autre et ce que nous dit le visage de l'autre. Et je voudrais vous lire la fin de cet article pour vous montrer à quel point la réflexion de Mauriac va atteindre à un niveau de spiritualité qui me paraît très très important, parce que c'est à ce niveau-là que va se placer, pour bien des films dont il va parler,
sa réflexion sur le cinéma. Alors je voyais son corps se tasser dans l'ombre, elle inclinait un front humilié, la clarté de la lampe alluma ses cheveux d'or pâle. Non, non, cette marée d'adoration et de désir qui vient barrer votre image multipliée n'a pas une source impure. Il essaie de la rassurer. Et puis, il finit sur cette réflexion profonde. Vous occupez sa place, votre visage masque une absente. Vous êtes une remplaçante, une doublure, un reflet. Vous trompez la faim et la soif de beauté qui immobilisent devant un écran les misérables troupeaux humains. Finalement, vous apportez une satisfaction profonde, cette aspiration à la beauté que les foules ressentent. Et il ajoute, ô beauté de ce visage, de cette face qui pourrait nous apparaître, combien de fois l'ai-je rêvé, beauté de cette face qui pourrait nous apparaître. Et j'insiste sur le mot face, parce qu'on passe du visage à la face, qui pourrait apparaître tout à coup sur ce linge tendu. L'écran de cinéma étant un linge tendu, chaque soir, aux multitudes fascinées dans tous les cinémas du monde. Bien sûr, on le comprend bien, le linge tendu de l'écran du cinéma, c'est le sensuaire. Et la face qui peut apparaître sur ce sensuaire, c'est la face du Christ. C'est l'image de Sainte Véronique qui va revenir très très souvent dans les réflexions de Mauriac. Et je dirais que dans de nombreux articles de Mauriac consacrés au cinéma, dans de nombreux, non, dans quelques-uns, dans ceux où tout d'un coup quelque chose se passe au cinéma, c'est ça qu'il cherche, que cette face apparaisse. On est loin, bien évidemment, de la presse people et de la manière dont les journalistes, à l'époque, traquent Greta Garbo. Pour prolonger juste cette réflexion qui me paraît très très importante sur cette dimension de la face humaine qui apparaît sur l'écran de cinéma, je lis un autre extrait. C'est un texte beaucoup plus tardif, on est en 1951. Mauriac consacre un article au journal d'un curé de campagne de Bresson. On reviendra sur Bresson sitôt après. Il est très admiratif du travail de Bresson, notamment sur le journal d'un curé de campagne, sur le personnage qui incarne le curé de campagne. Et il écrit, il mélange à cet article aussi quelques considérations sur Gide. Non, vous allez voir apparaître Gide, mais c'est parce que ça fait partie aussi du double sujet qui est dit dans cet article. Je regarde sur l'écran ce visage. Le visage d'un garçon qui s'appelle Claude Leidu, mais que le metteur en scène Robert Bresson a pétri et repétri jusqu'à ce que Claude soit devenu un autre, tout en devenant lui-même. Car voici le mystère. Grâce à des procédés, grâce à une méthode, l'âme réellement à fleur, elle apparaît, nous la voyons, nous pourrions presque la toucher, elle déborde de partout cette figure d'enfant crucifié. Gide a eu raison de ne pas poursuivre un Dieu insaisissable, mais si ce Dieu avait laissé de sa présence dans le monde une empreinte vivante et presque aveuglante, la face humaine, si l'écran tendu devant la foule était ce linge qui a essuyé une fois la sueur et le sang de son humanité et qui se propose en vain à nos yeux aveugles, à nos cœurs fermés. Voyez donc, 20 ans après, cette réflexion sur cet écran qui peut laisser apparaître cette face humaine se prolonge, et elle se prolongera encore à travers un certain nombre de textes de Mauriac. Donc vous voyez, c'est un spectateur qui est quand même un spectateur exigeant, un spectateur attentif, et un spectateur qui trouve aussi, face à certains films, la réponse qu'il attend. Il aura quelques admirations dont je pourrais aussi donner quelques exemples. Parmi les films qu'il va énormément apprécier, je cite ce petit passage de 1955. Grande admiration pour Fellini, La Strada. Il m'a fallu un peu de temps quand je me suis retrouvé sur le trottoir pour me persuader que je sortais d'une histoire inventée, que cet homme n'a pas existé, ni cette petite fille.
mais ce qui subsiste d'amour dans les plus misérables êtres et les plus déchus. Cela est réel, cela existe. Je me souvenais de ce que m'avait dit un jeune jésuite, que tous les méfaits du cinéma, qu'on a raison de rappeler sans cesse, ne doivent pas nous faire oublier qu'il n'est pas seulement corrupteur, mais qu'il éveille chez beaucoup cette connaissance obscure de la grâce dont toute destinée est pénétrée. Il reviendra souvent sur la strada. Il sera tout aussi admiratif des Nuits de Cabiria, un petit peu plus tard. Il aura le grand plaisir de recevoir chez lui Fellini. Il n'ira pas voir, malgré les conseils d'Igor Markevitch, la Dolce Vita. Donc, il préférera en rester aux Nuits de Cabiria et à la strada. Donc, Bresson, Fellini, voilà, ce sont des cinéastes que Mauriac va beaucoup apprécier. Bien évidemment, dans les années 50 et 60, il sera souvent choqué, refroidi, dérangé par le recul de la censure et par l'audace grandissante de ce que le cinéma pourrait marquer. Ce n'est déjà plus son monde, mais le miracle, pour reprendre un terme qui est le sien, le miracle reste souvent possible pour lui. Donc, Mauriac, spectateur, oui, je crois qu'on peut trouver des traces et j'ai essayé d'en montrer ici quelques-unes et surtout de montrer pourquoi, à travers ces quelques exemples. Mais le cinéma, on ne peut pas évoquer Mauriac et le cinéma, les rapports de Mauriac et du cinéma, sans évoquer la manière dont il a vécu cette relation au cinéma à travers deux êtres qui lui sont extrêmement proches. Le premier, c'est son fils aîné, Claude Mauriac, né en 1914. Claude Mauriac a eu une carrière de journaliste importante, pas seulement, je passe sur sa vie professionnelle, une œuvre importante aussi, de diariste, ayant tenu son journal personnel quasi quotidien à partir de l'âge de 12-13 ans. Il a accumulé des notes tellement abondantes et riches qu'à partir des années 60 et à la publication à partir de 73, il va publier 10 volumes de son journal personnel avec des montages, donc une œuvre de journal intime absolument colossale, je dirais de mémorialiste également, tout à fait colossale, une œuvre de romancier aussi. Mais ce qui nous intéresse, puisque nous évoquons Mauriac et le cinéma, c'est que Claude Mauriac a été également critique cinématographique. À partir de 1947, il est critique cinématographique au Figaro littéraire, alors qu'il est encore à cette époque-là en charge du secrétariat personnel du général de Gaulle, auprès duquel il va travailler encore quelques années. Et j'ai reproduit ici le premier article de Claude Mauriac dans le Figaro littéraire, qui est consacré à Jour de colère de Karl Dreyer. Alors, Claude Mauriac va ensuite, pendant 30 ans, jusqu'en 77, couvrir l'actualité cinématographique pour le Figaro littéraire. Il quittera, en faisant jouer la clause de conscience, le Figaro en 77, au moment où Hersan rachète le titre. Et il couvre donc, pendant toutes ces années, pendant 30 ans, le Festival de Venise chaque année, le Festival de Cannes chaque année. Il participe, il est un des acteurs, à un moment donné, du Masque et la Plume. Il est membre de jury. Bref, il est très introduit, bien évidemment, par cette activité dans les milieux du cinéma, auprès des critiques, auprès des réalisateurs. Et la plupart du temps, on le voit à travers leur correspondance, et on le voit encore pour le film de Franck Jute de 62, c'est Claude Mauriac qui est détaché, délégué, je dirais, pour gérer les rapports avec les cinéastes et qui, notamment, est chargé de s'occuper des dialogues et des adaptations du roman Thérèse Esquerou pour l'écran
et des quelques autres projets que j'ai pu signaler. J'ai simplement noté ici, il y a une bibliographie considérable des articles de Claude Mauriac sur le cinéma, bien évidemment, puisqu'en tant que chroniqueur, il écrivait chaque semaine sa rubrique cinématographique. Quand il quitte d'ailleurs le Figaro, ensuite il écrit pour VSD pendant encore quelques années. Mais j'ai signalé ici simplement 3 articles consacrés à des films de Franju. Avant Thérèse, il consacre un article aux yeux sans visage en 60, et puis ensuite en 65 à Thomas l'imposteur, et ensuite à La faute de l'abbé Mouret en 70. Les articles de Claude Mauriac consacrés au cinéma ont été repris en volume. J'ai cité ici un seul de ces volumes, chez Albin Michel, L'amour du cinéma en 1954. Mais une autre personne très proche et très chère à Mauriac a aussi entretenu des relations très fortes avec le cinéma et a permis à François Mauriac d'en entretenir aussi, je dirais, a permis à son grand-père donc d'en entretenir aussi, puisqu'il s'agit de la petite-fille de François Mauriac, c'est Anne Wiazemski. Anne Wiazemski est la fille de Claire Wiazemski. Donc vous le savez, François Mauriac a eu 4 enfants, Claude l'aîné, pardon, Claire et Luce, puis Jean le cadet. Et Anne Wiazemski a eu elle-même 2 enfants, Anne et Pierre Wiazemski, Viaz, dessinateur de presse que vous connaissez probablement. En 1965, Anne Wiazemski est sollicitée par une amie très proche, Florence Delay, qui a tourné avec Bresson, qui a incarné Jeanne d'Arc pour Bresson 2 ans auparavant. Elle la sollicite pour lire des textes, et pour lire des textes devant Bresson et pour Bresson, qui cherche une actrice pour son prochain film, Au hasard Balthazar. Anne Wiazemski, à ce moment-là, 18 ans, elle est mineure. Elle habite, ainsi que sa mère et son frère, je dirais pas avec François Mauriac et Jeanne Mauriac, les grands-parents, mais dans un appartement contigu. Et depuis l'année de la mort, l'année précédente, où son père, Ivan Wiazemski, donc père d'Anne, est décédé, c'est François Mauriac qui est le tuteur. Donc, lorsque Bresson va demander à cette jeune fille d'incarner le personnage principal, Marie de Au hasard Balthazar, elle va devoir demander l'autorisation à son grand-père. Et je voudrais vous lire la scène, vous la connaissez peut-être, puisque Anne Wiazemski, qui, après sa carrière d'actrice de cinéma aussi, menait une très intéressante, très importante, très forte carrière de romancière ou d'écrivain, elle l'a relaté dans Jeune fille. Je voudrais vous lire un petit passage, justement, de ce moment où elle va devoir demander à son grand-père l'autorisation à 18 ans de tourner dans le film de Bresson. Mon grand-père, le lendemain, me convoqua dans son bureau. Comme il en avait l'habitude, il était étendu sur le divan, le scénario d'Au hasard Balthazar à portée de main. Il me laissa m'installer près de lui, à même le sol, déchiffrant sur mon visage les traces d'une nuit d'insomnie et les sentiments contradictoires qui me traversaient, le désir, la peur, la confiance. Il s'amusa quelques secondes à prolonger le silence, puis, sur un ton malicieux, « Alors comme ça, tu veux faire du cinéma ?» C'était gagné. Plus tard, il me dira « Tout ton être me suppliait. Tu étais poignante. Je crois que si je n'avais pas déjà pris ma décision, tu me l'aurais arrachée. » Puis il me parla avec admiration du scénario qu'il jugeait stupéfiant, de singularité et d'audace. Avait-on déjà vu un film entièrement construit à partir de l'histoire d'un âne et d'une jeune fille? Les chemins de Balthazar et de Marie se croisaient et se recroisaient jusqu'à la mort de l'un et la déchéance de l'autre. Autour d'eux s'articulaient d'autres histoires et d'autres personnages qui incarnaient à des degrés divers le mal, dont le chef des blousons noirs, séducteur et corrupteur de la jeune fille. Ces différents thèmes lui semblaient très proches de ceux d'un de ses romanciers préférés, Dostoïevski, qui compte aussi pour Bresson, mais il s'inquiétait. Ce scénario admirable demeure néanmoins d'une noirceur et d'un pessimisme absolu. Orgueil, cruauté, bêtise, sensualité, humiliation et violence sont partout présents. C'est toujours le mal qui l'emporte. C'est presque un monde sans Dieu. Cela ne te fait pas peur d'incarner
Un jeune être aussi malmené par la vie? Non, non. Je l'écoutais à peine tant j'étais occupé à savourer la seule chose qui comptait pour moi, avoir obtenu la permission de faire le film. Mon grand-père alors changea de sujet et déclara que je ne devrais sous aucun prétexte manquer la rentrée des classes de septembre. Elle est encore en première. J'acceptai avec enthousiasme et lui promis dans la foulée que je réussirais mon baccalauréat. Ne t'avance pas si loin. J'avais posé ma joue sur sa main blanche et sèche et de l'autre il me caressait le visage. Comme ma petite fille à la peau douce, murmurait-il. Souvent, il avait eu ce geste lors de la maladie de mon père et durant des mois qui avaient suivi sa mort. Il en usait pour me consoler, pour me rendre un peu de cet amour à jamais perdu. Puis ce geste avait disparu, pour réapparaître, le 25 juin 1965, alors qu'il venait de m'accorder la permission de tenter une incroyable aventure, un film. C'est une lourde responsabilité que de te laisser aller sur cette route inconnue. Il y aura des conséquences et j'ignore lesquelles. Forcément, une fois la porte de la cage ouverte, l'oiseau s'envole. Mais où? Qu'aurait fait ton père? Il marqua une pause afin de mieux se concentrer. J'avance un petit peu et un peu plus loin, il va... Voilà, je voulais juste lire ce passage parce que c'est un petit peu long. Voilà. Tu vas faire ce film, bon, et après? C'est ça qui m'inquiète et me passionne en même temps. Après, il eut un petit rire gourmand. Tu sais pourquoi je t'accorde cette permission? Eh bien, sache que j'aimerais être à ta place. Je t'envie, figure-toi. On ne m'a jamais proposé de jouer dans un film, moi. Voilà. Donc, il va lui accorder cette permission. Il va lui demander de lire quand même un peu plus attentivement le scénario, parce qu'il n'est pas sûr qu'elle ait tout regardé dans le scénario. Et la maman d'Anne, Claire, va l'accompagner sur le tournage. Ensuite, Anne, bien sûr, tournera et entamera une carrière d'actrice. Le roman, jeune fille, le récit, roman, puisqu'elle appelle ça un roman, même si c'est nourri d'éléments autobiographiques, est un très très beau livre que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu. À partir de là, vous le savez, Anne Wiazemski va entamer une carrière d'actrice. D'abord, c'est sur le tournage de Au hasard Balthazar qu'elle va rencontrer ce jeune cinéaste qui vient, admiratif de Bresson, et auquel Bresson répondra de manière très laconique parce qu'il a envie de s'en débarrasser, qu'il n'a pas grand-chose à lui raconter, c'est Jean-Luc Godard. Et à partir de là, bien évidemment, elle recontactera Jean-Luc Godard, une histoire d'amour naîtra, et en 1967, elle épouse Jean-Luc Godard, ce qui fait la une des journaux de l'époque, bien évidemment, puisque Mauriac devient le beau-père de Jean-Luc Godard, le grand-père, je pourrais dire, puisqu'il y a une génération qui les sépare, et Godard devient le petit-fils de François Mauriac. Et j'ai simplement pris ici, la photographie, la reproduction n'est pas très bonne, puisque j'ai fait ça avec mon téléphone, mais parmi bien d'autres coupures de presse que j'aurais pu proposer, le Nouveau Candide, beaucoup de pages, c'est un très long papier en août 67 qui titre Godard malgré Mauriac. Et c'est assez amusant, on voit bien comment la presse à l'époque exploite ce face-à-face Godard-Mauriac, parce qu'on trouve dans l'article en question plusieurs pages, encore une fois, une page ou deux entières avec des photos de Mauriac et d'Anne Wiazemski. Mais malgré le chapeau et malgré le titre, à aucun moment il n'est question de François Mauriac dans l'entretien que Godard accorde aux journalistes, mais en même temps, histoire d'accrocher le lecteur, le journal met en avant cette sorte de fausse confrontation, si je puis dire, entre Godard et Mauriac. Et vous le savez, dans Une année studieuse, Anne Wiazemski raconte cette relation, ce mariage, et puis ensuite dans Un an après, qui était porté au cinéma très, très récemment, vous l'avez peut-être vu, on aura donc l'adaptation de la suite de ce récit que fait Anne Wiazemski. Donc avec Claude Mauriac et Anne Wiazemski, avec d'ailleurs la complicité d'Anne Wiazemski et Claude Mauriac, parce que Anne a souvent dit que son oncle Claude, pour lequel elle avait une très grande admiration, a été pour elle aussi un pont avec les milieux du cinéma. François Mauriac avait aussi ce lien, cette attache avec le monde du cinéma.
Alors, je voudrais terminer par simplement un retour à Thérèse Esquerroux, avec quelques clichés que j'ai empruntés, et j'en remercie le Centre François Mauriac de me donner l'accès à ces archives, quelques clichés que j'ai empruntés à l'album de Jeanne François Mauriac. Madame Mauriac était une photographe passionnée et passionnante, c'est-à-dire que toute sa vie, elle a tenu l'appareil photo pour enregistrer les moments de vie de la famille Mauriac avec un grand talent. Malheureusement, c'est la raison pour laquelle elle n'est jamais sur les photos, ou très très rarement. Et dans un des albums d'avril 62, j'ai pris ces quelques clichés où nous voyons, alors ici, voilà, ici, là-haut, vous avez ici Marie-Claude Mauriac, donc l'épouse de Claude Mauriac, Franju et Philippe Noiret. Ici, Franju, Philippe Noiret, Claude Mauriac et François Mauriac qui apparaît ici. On est dans la salle à manger de Malagar, et ici sur le tableau de Jacques-Émile Blanche. Claude Mauriac, Philippe Noiret, Emmanuel Riva, François Mauriac. Et ici, François Mauriac avec Eugène Lépicier, qui est le producteur du film, qui va insister pour que Mauriac aille à Venise. Mais Mauriac, finalement, n'ira pas, mais qui était présent ce jour-là. Voilà, donc j'ai souhaité terminer cette petite présentation de cet itinéraire d'enfants du siècle, orienté autour et en vue de la projection de Thérèse Esquerroux. J'ai souhaité la terminer sur cette équipe, ces quelques photos qui montrent l'équipe de tournage de Franju à Malagar auprès de François Mauriac. Et je suis bien sûr à votre entière disposition pour quelques questions ou quelques échanges après cette présentation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions et des réactions? On peut prendre quelques questions. Alors moi, je peux peut-être en lancer une déjà. Quand on voit Thérèse Esquerroux en 2024, finalement, je parle du film de Franju, mais l'autre aussi, on a l'impression de voir un film assez féministe au fond. D'ailleurs, il y a eu une citation que vous avez de François Mauriac lui-même, qui a une résonance féministe. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est spécifique à Françoise Esquerroux et aux suites, ou est-ce qu'on retrouve dans l'œuvre de Mauriac d'autres occurrences comme celle-là? Il est difficile d'évoquer le féminisme de François Mauriac, parce que, pour bien des raisons, mais Mauriac, il faut le dire, et quelque part, ça ne répond pas du tout à la question, au contraire. Ce serait une réponse à contrario. Mauriac a une conception relativement, je dirais, qui lui vient de son milieu, de son éducation. De l'époque. Il a une vision rétrograde de la place de la femme et des jeunes filles dans la société. Ce qu'il écrit sur l'éducation des femmes, par exemple, bon, pas la peine qu'elles fassent des études, il suffit effectivement qu'elles se marient, il suffit que, etc. Il a cette vision tout à fait, qui paraîtrait aujourd'hui absolument insupportable, rétrograde, conservatrice, patriarcale, tout ce qu'on veut. Et effectivement, on peut dire que c'est ce qui va ressortir de très nombreux textes, de très nombreuses réflexions. Et en même temps, parce qu'avec Mauriac, il y a toujours les en même temps. En même temps, il y a, on l'a vu dans les quelques scènes de procès, il y a en même temps cette sorte d'empathie profonde pour celles qui souffrent, pour celles qui sont victimes, pour celles qui sont malmenées. Donc d'un côté, on peut considérer qu'il y a une conception du monde et de la vie et de l'éducation qui font des femmes des victimes soumises en quelque sorte, et quelque part aussi une manière aussi de se situer du côté de ces victimes-là. C'est toute la complexité du personnage. On le voit avec sa petite-fille Anne Wiazemski. Voilà, j'en ai en parlé aussi. C'est-à-dire qu'il y a, et c'est ce qui frappe chez lui, alors qu'on attendrait de lui des principes extrêmement rigides, extrêmement dogmatiques, extrêmement conservateurs, tout d'un coup on voit effectivement cette compréhension. Cette compréhension. Qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour interdire? On va revenir. Qui suis-je moi-même pour, etc. Donc on a en permanence, je dirais, pour caricaturer ou schématiser, c'est assez rapide de le dire ainsi, des principes d'un côté et une forme de sensibilité profonde de l'autre qui ne font pas forcément toujours bon ménage.
Alors, donc, il est non pas le beau-père ou le grand-père, enfin, voilà, de Jean-Luc Godard. Est-ce qu'ils ont eu des relations seulement amicales, cordiales Alors, on sait, et Anne le raconte, que Godard vient faire sa demande en mariage auprès du grand-père, hein, puisque, etc. Bon, donc, on l'imagine, costume, bon, il y a le côté suisse quand même, hein, bon, hein, le côté, etc. Il faut faire les choses comme il faut, etc. Mais en même temps, il faut faire les choses comme il faut, mais tout en montrant à quel point c'est insupportable. Hein, on est en 67, hein, on est en 67. Hein. Ensuite, en 68, il y a cette lettre aussi qu'il lui écrit, qui est terrible, parce que effectivement, bon, 68, c'est l'explosion. Anne, elle le raconte d'ailleurs dans Un an après, on le voit dans le film des Invicius. Le Redoutable. Ce sont les événements 68, on est dans la rue, bon, les grands-parents s'inquiètent, etc., etc. Et en même temps, Mauriac est intéressé, tout ce que son petit-fils Viaz, qui est sur son Solex dans le quartier latin, et tout ce qu'elle lui raconte, ça l'intéresse beaucoup. Mais en même temps, il faut faire attention, etc. Bon. Et puis, il y a cette grande manifestation des gaullistes, ensuite, où Mauriac était en première ligne. Et là, Godard trouve que non, vraiment, c'était pas sa place, etc. Il envoie une lettre absolument assassine. Et là, Anne trouve que, bon, sur le fond, il n'a pas tort, Godard, de trouver que... Mais il est quand même allé trop loin. Hein. Il y a ce côté quand même extrêmement rigide aussi de Godard qui peut être terrible et terriblement assassin. Donc, les rapports ne sont pas allés bien loin, hein, quand même. Hein. Voilà. Voilà. On peut le comprendre. Il a vu, je crois qu'il a vu la chinoise, hein, oui. Parce que il y a eu une projection de la chinoise à laquelle il a assisté. Hein, c'est voilà. Sa petite fille qui joue. Voilà. Il a vu au hasard Balthazar, ça oui. C'est évident, parce qu'il y a eu une projection privée à laquelle il a assisté. Il est certain que l'univers de Bresson lui parle très profondément. Ça, c'est clair. Beaucoup plus que celui de Godard. Oui, alors une question là. Merci. Bonsoir, je vous remercie beaucoup pour votre conférence. À propos du film de Franju, ça se passe dans les années 60, puisqu'on voit des voitures qui sont effectivement des années 60. Mais la sociologie, c'est-à-dire le monde bourgeois que l'on voit, c'est quand même celui de 27, c'est pas celui de 60, pas encore. Oui, alors après, si vous voulez, on peut entrer. Et là, je pense que dans la salle, il y a des amateurs de cinéma qui pourraient beaucoup mieux que moi parler du film en tant que film. Mauriac a été un petit peu déconcerté par le déplacement temporel, hein, c'est-à-dire le fait que Franju ait choisi de placer l'histoire de Thérèse dans un cadre contemporain. Hein. Et en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression à travers le film que ce monde des Landes girondines, ce monde du bout du monde, hein, qui est Argelouse ou Saint-Clar dans le film ensuite, que c'est un monde qui ne connaît pas le passage du temps, hein, qui est un peu intemporel. En tout cas, on ne ressent pas dans ce film tout ce qui pourrait constituer la société des années 60. Mais là où vit Thérèse, dans quelle mesure le peut-on ? Alors, il y a une résonance avec aujourd'hui, hein, c'est évidemment les incendies. Hein. Alors, Anne-Marie Cocula n'est pas là, elle aurait pu nous en parler. Enfin, on voit à quel point les incendies, malheureusement, sont très présents aujourd'hui, mais on les a connus également à la fin des années 40. Ce que Mauriac a remarqué, bien évidemment, et toute la critique l'a remarqué aussi, qu'il a regretté sans le reprocher, parce que, comme je le disais, ce qu'il écrit, c'est que l'œuvre de Franju, c'est l'œuvre de Franju, c'est pas la sienne. Donc, il admet totalement la liberté de l'adaptateur. C'est que toute la dimension chrétienne, alors, in absentia, c'est-à-dire que dans son roman, hein, ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y ait une absence de Dieu. Hein, et c'est ce qui fait effectivement le drame. Hein. Et cette absence-là, chez Franju, n'est pas la problématique centrale, puisque c'est plutôt la problématique, je dirais, de la confrontation d'une femme avec
ce qui constitue le monde, les contraintes du monde, la rigueur du monde, l'enfermement dans lequel elle est, beaucoup plus des contraintes sociales, je dirais. Et cette problématique spirituelle, effectivement, constate-t-il, n'est plus présente. Cela étant dit, pour bien des lecteurs d'aujourd'hui, cette problématique spirituelle dont Mauriac pense qu'elle est au cœur de son roman, il n'est pas sûr qu'elle y soit aujourd'hui quand nous lisons le roman de Mauriac. Chaque lecteur, effectivement, l'aborde avec sa propre sensibilité, ses propres attentes. Merci beaucoup, Philippe Bodor. Merci beaucoup.